on va attendre qu'elle se. Donc, Geneviève Mémon, j'ai coupé un peu. Elle a été éjectée. Et donc, au sein de l'association d'Alliés Santé, vous êtes quoi? Ah si, elle est là. Elle est là. Je fais partie du. Elle est là, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Hello. On faisait un petit tour comme on se connaît toutes les deux et voilà, Oui, bien sûr. on en profite pour se présenter. Bien sûr. Et je peux venir du coup. Oui, du coup, moi je suis Claire, du coup, et j'ai rejoint. Enfin, je suis adhérente à Alliés Santé depuis l'année dernière et j'ai rejoint comme Geneviève le conseil d'administration depuis ce début d'année. D'accord. Alors, toutes les deux au conseil et vous avez un rôle particulier, je suppose. Moi, pas vraiment de rôle particulier pour l'instant. Et moi, je suis plutôt sur la com. D'accord. Très bien. Eh bien, merci d'être là. On reprend. Alors, il y a qui peut, à la place de Christine, peut-être repositionner le but de cette visio? Vous êtes peut-être concertée? Christine m'a parlé de pas mal de choses. Ah, la revoilà. Alors, ça va être peut-être Christine. Christine, on se disait, est-ce que tu peux remettre un petit peu le pourquoi de cette réunion, son objectif, pour recaler le tout? Bien sûr. On est dans une logique dans Alliés Santé là, de production en propre ou agrégation de contenu existants, mais production de contenu pour certaines choses, et notamment en lien avec les ateliers qu'on organise, puisque par exemple samedi dernier, on a eu un atelier en présentiel à Amboise sur les pouvoirs du cerveau, avec l'intervention d'une docteur en neurosciences, psychologue, hypno, etc., qui n'a pas souhaité qu'on l'enregistre pendant l'atelier, mais avec qui on a convenu de reprendre un temps spécifique pour l'interviewer et recueillir ce contenu pour le partager plus largement avec d'autres qui n'ont pas pu assister à l'atelier, et notamment avec pour mettre cette ressource-là dans notre auto-école de la santé. Alors Sonia, je ne sais plus très bien ce que tu sais ou pas de cette auto-école. Mais donc le point de départ, il est là, c'est de dire, je vais aller faire l'interview de... Enfin, je vais aller avoir à discuter la forme que ça va prendre, justement, mais l'interview de Sophie Lavaux. Et après, ça, il faut le monter, l'habiller en sonore. Et en partant de cet élément-là, ça questionne plus largement qu'est-ce qu'on produit comme contenu, pourquoi faire. Donc Claire a commencé à mener une réflexion un peu stratégique autour du contenu, donc je lui passerai la main. Et là, on est donc sur le contenu audio. Et sachant qu'il y a on peut avoir plusieurs besoins, c'est-à-dire, alimenter cette auto-école, c'est une chose. Deuxièmement, on veut aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, question, est-ce que l'audio est le meilleur média, j'allais dire, pour alimenter les réseaux sociaux ou pas? Et on veut aussi, à terme, je pense, faire une infolettre plutôt du type éducatif. Et donc, est-ce que on avait besoin du regard, du coup, de Sonia pour un peu le côté réflexion stratégique sur l'audio, qu'est-ce que ça amène, pourquoi on l'utilise, et stratégiquement, qu'est-ce qui serait bien qu'on mette en place. Et puis, deuxièmement, l'idée, c'est après de pouvoir, que Sonia puisse éventuellement faire un devis plus clair en fonction de ce qu'elle pourrait nous aider à faire au niveau du montage, et de l'habillage et de la production, et voilà. Ok. Je pense que c'est clair. Par d'autres personnes, peut-être? Des attentes claires?
Ah oui, pardon, j'ai cru que mon micro a été coupé. Pour compléter, c'est de pouvoir déjà travailler des contenus de façon à ce qu'ils puissent être réutilisés de multiples façons. Et puis les travailler selon nos tunnels, parce que l'objectif, on a 3 objectifs: de se faire découvrir, de se faire aimer, donc d'engager, et puis de se faire acheter, de convertir en adhérents, et trouver à chaque fois pour chacun de ces niveaux les meilleurs contenus qui puissent être retravaillés selon les médias qu'on utilise pour les partager. D'accord, ok. Aujourd'hui, vous êtes présent sur LinkedIn, ça je sais, mais est-ce qu'il y a d'autres présences ailleurs? Il y a Facebook. Déjà, un peu à la marge sur Facebook. Facebook à la marge? À la marge sur Facebook et encore plus à la marge sur Instagram. Ok, donc Meta à la marge. Et donc, il y a LinkedIn. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou pas? Oui, mais elle n'est pas travaillée. Depuis peu, oui, oui, parce qu'on a mis, on l'a créé là pour mettre le film dessus, en fait. D'accord, ok. Et donc, il y a cette formation aussi. Il y avait un lien aussi avec la formation Christine, auto-école. Que ces contenus puissent servir aussi, enrichir les contenus de auto-école santé. Alors du coup, il y a Isabelle qui s'est connectée entre deux. Oui, bonjour. Isabelle, donc, qui est la trésorière Bonjour, Isabelle. et qui est la maman, entre guillemets, de l'auto-école et qui pilote ça. Donc du coup, je peux la laisser répondre. Oui, Claire en a un peu parlé aussi sur la modularité, mais c'est vrai que dans l'auto-école, l'idée, c'est d'intégrer des contenus. Alors, l'oral serait le bienvenu parce qu'aujourd'hui, c'est très écrit pour les apports de connaissances. Il y a des ressources en lien, puisque l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur ce qui existe en accès libre. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi d'ores et déjà des liens vers YouTube, ou entre autres, mais ça peut être d'autres types de ressources. Donc là, plus format vidéo pour le moment. Et en fait, on imaginait d'intégrer aussi des voix off à certains moments un peu stratégiques pour s'assurer que c'est clair, quoi, que c'est bien compris ce qu'on partage. Et puis aussi pour varier les modalités, que ce soit que de l'écrit et que des ressources en ligne. L'autre point aussi, c'est que certaines ressources peuvent servir à différents endroits. Donc c'est vrai que le côté modularité dont parlait Claire, c'est important aussi pour l'espace auto-école, parce que on peut penser que oui. On t'entend plus. On t'entend plus. Quelque chose peut finalement. Vous m'entendez plus là? Non, alors moi, je vous entends. Je peux plus aller voir ce que je peux faire de plus pour améliorer ma bande passante. Je reviens, j'en ai pour 1 minute tout au plus. Sinon, Isabelle, t'en étais à la multi-utilisation des supports. Modularité, oui. D'accord. Ouais, effectivement, des supports qui peuvent être utilisés à différents endroits pour illustrer des choses différentes dans les modules de l'auto-école. Donc la modularité paraît essentielle. Pour moi, alors pour les autres canaux, je ne sais pas, mais pour l'auto-école, c'est sûr que l'oral va être un plus. Un complément utile. Et après, sur les différentes facettes que l'on a, c'est sûr que la partie YouTube sera intéressante pour nous à développer pour le coup, puisque c'est un accès facile aux ressources pour les personnes. Ok. Pour compléter, je voulais juste rajouter quelque chose, Sonia. C'est que en fait, il y a aussi le fait qu'on a de la matière, des rushs de films et des choses qu'on voudrait monter pour certains en podcast. Et il y a certaines personnes qui sont dans le film à qui j'ai fait réécouter leur interview de l'époque et qui ont dit oh là là, bon, il s'est quand même
passé plein de choses depuis et ça serait bien quand même de réenregistrer quelque chose. Donc, ça serait un réenregistré de manière sonore et là, pas déplacé avec la caméra. Donc, voilà, il y a aussi ça. En tout cas, comme source de contenu. Mais après, pareil, dans l'optique d'avoir comment le distille à la fois dans l'auto-école, sur les réseaux et partout. Ça répond en partie à une question que je voulais poser à Isabelle. Quand vous parlez de voix off qui enrichissent les contenus de l'auto-école, est-ce que c'est des voix off dont vous avez déjà les sources ou c'est des voix off à créer ou un mix des deux hybride, c'est-à-dire qu'on utilise des rushs existants pour que ça soit pour illustrer certains sujets ou est-ce que vous voulez créer des voix off de toutes pièces par moment sur des sujets particuliers? Eh bien, c'est les 2 parce qu'effectivement, ça peut être intéressant d'intégrer, des voix off. Il y a des témoignages sur le site Allier Santé, il y a quelques témoignages, de citoyens, donc il peut y en avoir d'autres, donc ça peut être des voix off de témoignages, par exemple. Okay. Mais on pensait aussi à finalement à créer des scripts, pour de l'oral, à partir des apports écrits. Je donne un exemple, il y a beaucoup de graphiques en fait, ou de formats, un peu comme ça, sous forme de schéma ou de graphiques. Là, on voudrait avoir l'assurance qu'il soit bien compris et c'est vrai que l'oral, serait un bon moyen en fait. Donc c'est des formations en ligne. Oui. Ouais, juste pour renforcer ce que disait Isabelle, c'est que d'autant plus cette description orale des schémas que on raisonne aussi en termes d'accessibilité et que l'autre jour, en échangeant avec une personne malvoyante, en fait, elle me disait que autant les outils d'audio-description sur le texte, c'était OK, autant quand il y avait des images, elle n'avait que le nom de l'image, en fait, le nom du fichier. Oui. Donc là, c'est important d'avoir le fait de commenter, enfin d'avoir des images commentées. Et ça peut être commenté par des spécialistes du sujet en question, par exemple, à créer. Donc. Okay. Oui. Et moi aussi, en termes de feedback, pardon. Oui, non, mais je souligne juste pour que je fasse sûre de bien enregistrer l'info. Donc oui, c'est des choses à créer pour les graphiques. Oui. Entièrement. Oui. OK. Oui. Et ça sera uniquement des experts ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas expert mais qui sait bien poser sa voix et enregistrer un script existant, un descriptif qui est fait à l'écrit? C'est juste, voilà, c'est parce que c'est pas la même démarche du coup. En fait, je ne sais pas forcément comment répondre à ça. Après, Isabelle, tu pourras donner ton avis, mais l'idée aussi dans cette auto-école, c'est de valoriser les personnes qui sont, enfin, les membres de notre réseau. Et donc, se dire, si dans le réseau, on a des pros, des thérapeutes dont on sait qu'ils sont en capacité de commenter ça, c'est aussi valorisant pour eux de se dire que c'est eux qui enregistre le script, l'audio, même si pour le coup la voix est moins posée et on n'est pas forcément sur un format radio. Là, on privilégiera la valorisation de la personne, peut-être à la qualité de la voix, par exemple. Je ne sais pas, Isabelle, si tu es raccord avec ça? Oui, complètement. Puisque l'idée, c'est vraiment que ça soit un outil co-construit avec les adhérents. Donc, ça peut être très intéressant de les impliquer là-dessus, d'autant comme on est en ressources limitées, c'est bien d'embarquer tout le monde, quoi. Oui. C'est juste pour voir les points forts et éventuellement la faiblesse d'un process. C'est pour ça que je pose autant de questions. OK. OK. Ce que vous attendez de moi, c'est de vous donner mon avis sur chaque aspect. Donc, il y a d'abord comment communiquer de manière stratégique sur les réseaux sociaux et l'intégrer à une communication globale, si j'ai bien compris, Claire. Comment intégrer les voix off et de la voix en règle générale dans auto-école comme support de formation et comment
intégrer, utiliser des rushs vidéo, audio qui ont été faits et qui ne sont pas aujourd'hui exploités, mais les nettoyer, les remonter, les habiller pour qu'ils puissent servir d'une manière ou d'une autre. Et puis moi, je rajouterais ton avis sur, comme toi, ton univers, c'est l'audio. Qu'est-ce qui est stratégique d'utiliser à quel endroit en termes d'audio, en termes de durée, par exemple, aussi, y compris dans l'auto-école ou sur les réseaux. Enfin, voilà, le côté un peu expertise sur la place de l'audio dans la com, en fait. Ok. L'audio pur en soi dans la com, il faut renvoyer vers une plateforme qui existe ou intégrer l'audio sur le site à un moment donné. C'est-à-dire faire comment on intégrerait par exemple une vidéo, intégrer de l'audio. Ça peut être une image fixe, ça peut être un audiogramme pour avoir un petit peu de mouvement et que ça ne soit pas totalement statique. Ça peut être un audiogramme plus un sous-titre, donc ça permet d'avoir de l'audio et de l'écrit. Et ça, c'est la méthode la plus simple si on ne veut pas créer les mêmes outils autour qu'un podcast, c'est-à-dire un hébergeur, des épisodes, ce genre de choses. Quand je dis épisode, ce n'est pas forcément alimenter sans arrêt un podcast. C'est on peut avoir une capsule, enfin plusieurs capsules thématiques, et on va créer des playlists et aller les piocher là-dedans. Donc, je redis les choses parce que je suis en fait, ça fourmille dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Et je dis peut-être des choses incompréhensibles pour… quel est votre niveau de podcasting globalement? Est-ce que vous connaissez, vous en écoutez, vous savez comment ça fonctionne ou pas? C'est pour juste savoir quel terme j'utilise ou pas. J'en écoute occasionnellement. Ok. Donc, pour tout ce qui est audio, il y a où on intègre les audios directement sur le site d'Allier Santé, où on les héberge, comme si c'était un podcast lambda, avec des capsules, des thématiques, des séries ou des playlists qui permettent d'aller piocher de l'audio. Et ça permet aussi d'avoir à chaque fois un lien et de communiquer avec un lien au lieu de communiquer avec l'audio. L'avantage d'être sur un hébergeur, quel qu'il soit, ça peut être un hébergeur fermé où on utilise un seul lien qui est celui de Spotify, par exemple, qui est gratuit et on peut le fermer. Et on utilise le lien de l'audio sur lequel on veut communiquer. Comme ça, c'est si c'est hébergé. L'avantage de l'hébergement, c'est que si on souhaite diffuser, l'ouvrir, c'est diffusable sur n'importe quelle plateforme Apple Podcast, Spotify, avoir un flux RSS pour l'intégrer sur le site ou avoir des playlists et des liens ou d'un groupe, un groupe d'audio ou audio par audio pour communiquer facilement sur tous les réseaux sociaux. Sinon, on l'intègre et il n'y a que les personnes qui rentrent sur le site vont pouvoir y aller et communiquer sur l'existence de ces audios sans pour autant avoir de lien direct pour revenir vers le site, vers l'audio. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, quand on communique sur un podcast, on a ou un flux RSS ou un lien qui va directement vers l'épisode concerné ou vers la thématique concernée ou la série concernée. Ce qu'on n'a pas quand ce n'est pas hébergé. Voilà, ça c'est un choix à faire. Les hébergements ne sont pas forcément onéreux et il y en a qui sont gratuits. Là, je parle vraiment, pour le coup, un peu technique et un peu de ce qui peut exister. Je disais tout à l'heure, l'audio peut être, si par exemple, on veut utiliser cet audio sur YouTube et sur le site, peut être sous forme d'audiogramme. C'est-à-dire qu'on a une image fixe, une ondulation qui ondule en fonction du rythme de la voix et rajouter en plus des sous-titres. Donc, on peut suivre ce qui est dit par une transcription qui défile au fur et à mesure qu'on avance sur l'audio.
Et là, c'est valable sur YouTube ou sur le site d'Allier Santé, plutôt que d'avoir que de l'audio pur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Après, je peux vous donner des exemples pour aller les voir sur YouTube et comment ça se présente. Je vous ferai un petit récap et je vous mettrai des liens pour vous rendre compte. Là, encore une fois, je suis dans des généralités pour comprendre l'écosystème de l'audio. Et bien sûr, il y a ce qui est filmé et pareil, on rajoute des sous-titres pour les malvoyants, pour les malentendants et de telle manière à ce qu'on ait l'image et les sous-titres sur n'importe quel support. Après, il y a l'histoire, la question du vous m'arrêtez à tout moment pour me poser des questions, hein. Je ne veux pas faire du fleuve, ça n'a pas de sens pour moi. L'idée, c'est vraiment de vous dire ce qui existe et ce qui peut se faire. Ouais, merci, c'est clair. Ouais. Sonia, du coup, j'aurais une question. Oui. Comment sont consommés, de ton expérience, comment sont consommés les contenus audio? Comment sont consommés? Qu'est-ce que tu veux dire par comment sont consommés? Pardon, est-ce que tu peux avoir Aujourd'hui, dans les tendances, est-ce qu'on est plus sur de la consommation, par exemple, sur le téléphone et quelque chose en voiture et n'importe où? D'accord, dans ce sens-là. Les podcasts sont souvent consommés pendant une activité. Après, c'est très différent d'une personne à une autre. Ça peut être le jardinage, le ménage, le sport et les transports, c'est clair, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, voilà pour ce qui est de la consommation, mais c'est souvent l'audio plus une activité. C'est rarement de l'audio, je suis assise dans mon canapé et j'écoute de l'audio. À ce moment-là, les gens ils vont peut-être plus aller sur YouTube. Il faut savoir aussi que les consommateurs de YouTube sont assez différents des consommateurs sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcasts ou Deezer ou voilà, toutes les plateformes d'écoute d'audio, que ce soit de la musique d'ailleurs ou du podcast. Ils sont assez différents. Il y a eu des études de fait, en particulier chez Apple Podcasts. Ils se sont rendus compte que les fans d'un podcast sur Spotify ne savaient même pas qu'il existait une chaîne YouTube et réciproquement. Il y a quelques-uns qui se recroisent dans un sous-ensemble qui connaissent les deux et qui écoutent sur les deux, mais c'est assez rare. Donc, quand on veut vraiment être écouté par une majorité, il faut pas négliger une plateforme plutôt qu'une autre. L'avantage de l'audio pur ou des plateformes d'audio, c'est qu'on peut fermer l'appli et garder le son. YouTube, on est scotché à l'écran et si on passe à autre chose, ça ferme l'appli et on ne peut pas faire deux choses en même temps. Avec l'audio, on peut continuer à scroller sur Insta, je sais pas, prendre des notes, enfin peu importe. Il y a cet avantage-là qui n'existe pas sur du YouTube où l'appli se ferme et donc le contenu se ferme. Il y a aussi les pubs intempestives sur YouTube, quoique les hébergeurs malheureusement d'audio commencent aussi à s'y mettre et ça commence à être lourd, mais logiquement, on doit avoir l'autorisation du producteur de l'audio pour avoir de la pub. Mais ça commence quand même à être utilisé comme modèle économique pour les plateformes et ça peut poser problème. Mais bon, si c'est général, de toute façon, on n'y peut rien, on est dépendant des plateformes. Rien n'empêche aussi d'avoir à intégrer l'audio sur son site et l'avoir sur des plateformes mais ça, c'est une question d'objectif après. Est-ce que c'est des contenus payants? Et à ce moment-là, il y a des hébergeurs qui gèrent les contenus payants, c'est-à-dire qu'il y a que les abonnés payants qui peuvent accéder AudioMins le fait, par exemple, qui peut accéder à l'épisode ou les épisodes en question. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des épisodes génériques à disposition du grand public pour donner envie, ça peut être des teasers, ça peut être des petits bouts, et garder le contenu payant pour les personnes abonnées.
mais c'est toute une logistique à mettre en place au début. Du type abonnement, plus Stripe, il faut recroiser les données entre vos adhérents et l'hébergeur. Mais ça se fait. Il y en a qui le font, il y en a qui ont 90% de leur contenu payant et très peu de non payants. Juste pour les connaître. En fait, dans le développement de l'auto-école, donc c'est un sous-domaine de notre site internet qui est développé avec MemberPress. Et MemberPress donc permettant de limiter les accès aux adhérents. Il pourrait y avoir des pages ou des parties accessibles à tout le monde et des parties réservées aux adhérents. Et donc pour ce qui est des contenus, notamment audio, liés à l'auto-école, ils seront intégrés dans les pages de l'auto-école. Je ne sais pas, en effet très l'option du lien disponible. Je t'entends très bien. Moi, je t'entends pas très bien non plus. Hein. Ouais, je suis pas la seule. Je suis désolée. Donc, tu disais, tu as un membership qui permet de réduire les accès et seulement aux personnes payantes, j'imagine, aux adhérents, ok, mais ceux qui payent la formation. Aux adhérents, aux adhérents, en fait, les adhérents pourront accéder, enfin, en tout cas, c'est qu'on en est aujourd'hui, modèle. L'auto-école soit, le contenu de l'auto-école soit accessible aux adhérents. Oui. Et ça veut dire qu'il faudrait que l'audio soit intégré dans ces pages. Ok. Peut-être qu'il peut être hébergé à l'extérieur, mais un lien qui est accessible qu'avec ceux qui ont le lien. Ok. Pour un certain nombre de... Très bien. Donc ça, c'est un positionnement clair. Donc c'est intégré aussi. Après, moi, j'ai des connaissances dans l'audio et tout, mais là, ça arrête mes compétences. Je ne suis pas développeuse. Je ne sais pas comment, très concrètement, dans ma WordPress, comment on intègre. Et voilà. Sandrine, Sandrine, elle sait faire apparemment. Ouais. Votre petite Suisse sait faire. Et en fait, sur le site, il y a déjà des témoignages audio, en fait. Et puis, ce qu'elle a déjà rajouté dans l'espace auto-école, ce sont des... Ah. Je t'entendais plus, Isabelle. Des captages de vidéos. Il n'y a pas besoin d'aller sur YouTube. Du coup, je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. Après, sur YouTube, on peut aussi avoir du YouTube, histoire d'avoir des liens, et c'est moins lourd que de mettre toutes les vidéos et toutes les vidéos sur le site, et en accès privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont le lien qui peuvent les regarder, ou que les adhérents. Parce que moi, je suis dans des communautés, par exemple, on fait souvent des webinars. Il n'y a que les adhérents à l'association qui peuvent accéder à la chaîne YouTube. Oui. Et il y a tous les contenus, tous les replays sont dessus, et ça nous permet, nous, de revoir, selon le besoin du moment, le webinar qui nous intéresse. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Est-ce que par rapport à déjà cette partie des formats qui existent et des possibilités, pareil, quand on est sur un hébergeur, on peut créer des playlists avec un lien, des liens privés, donc qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes. Maintenant, je comprends que si MemberPress fait tout le boulot, il n'y a pas besoin de faire des usines à gaz. Mais il faut intégrer les audios. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui suivent, du coup, il n'y a pas trop de prise de tête parce que tout est accessible au maximum des possibilités en direct, en fait. C'était ça qu'elle visait, Sandrine. Ouais. Ok. Après, là, si on rentre dans un niveau de détail encore plus fin, cet audio peut être que de l'audio, comme ça peut être un audiogramme avec
pour des raisons d'accessibilité, donc ce fameux audiogramme, mais plus les sous-titrages, c'est-à-dire qu'on peut suivre sans mettre le son. Ça peut être parce qu'on est dans les transports et qu'on n'a pas nos écouteurs et qu'on a envie que tout le monde entende, tout bêtement, jusqu'au malentendant qui peut suivre le texte, en fait, ce qui est dit grâce à la transcription. Voilà, et visuellement, parce qu'il y a un audiogramme, ça rythme, enfin, c'est rythmé et ça, voilà, c'est plus plaisant peut-être que de faire ça que de l'audio pur sur je sais pas, sur une page blanche ou une page noire. J'exagère, mais c'est ça. Et il y a des outils pour ça qui sont très faciles à utiliser. Il y a, je pense à Headliner. On part d'un audio et on crée une image fixe, un audiogramme et une transcription qu'il faut corriger et tout. Parce que les transcriptions ne sont jamais fiables à 100%. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Et c'est très simple comme outil. Il y avait donc les autres questions, c'était donc après, comment communiquer avec un podcast ou de l'audio de manière globale? C'était ça, Claire? Pardon, Claire, je ne t'entends pas. Si tu parlais, je ne t'entendais pas. Et là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments, mais en fait, effectivement, il faut mettre les choses dans les cases. Il y a le soutien à l'auto-école de la santé, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, c'est très pertinent sur les outils. Et après, il y a comment on gagne en visibilité, on est accessible, donc facile à écouter. Et là, effectivement, la chaîne podcast paraît quand même très pertinente. Et comment on le relaie après sur les réseaux sociaux, ouais. Alors, il y a sur les réseaux sociaux, si on a une chaîne podcast, c'est par un lien ou alors passer par YouTube, c'est-à-dire recréer ces audios avec un audiogramme si ce n'est pas des choses filmées. Et avec le lien de YouTube, on peut déjà sur Facebook, c'est des liens cliquables, contrairement à Insta. C'est des liens cliquables aussi sur LinkedIn, donc ça permet d'aller directement pour les personnes qui voient l'information, tout de suite aller écouter, sans passer par plusieurs phases, parce qu'on le sait, sur les réseaux sociaux, on est plutôt feignant et il nous faut consommer très vite le contenu qu'on souhaite écouter ou voir. Ça, c'est le moyen le plus simple. Ce qui est chouette avec l'audio, c'est que quelle que soit la longueur de l'audio, on peut faire plein de snacks, pas snake, c'est pas des serpents, mais des snack contains assez facilement. On part de la transcription de l'audio, donc de l'écrit, et on va le décliner en description du podcast ou de cet audio, en résumé, en newsletter, en article de blog, et en petits posts adaptés à LinkedIn, à Instagram, à Facebook. Donc, on peut en fait avoir plein de petits contenus assez rapidement à partir d'un seul et même contenu audio. En fait, c'est utiliser ça comme matière brute et après le décliner en photo, plutôt que de infographie. chercher plein de contenus, des idées, et c'est plus facile d'avoir, une fois que la ligne édito quand même en amont est définie, je t'apprends rien, pardon, je tutoie assez facilement, Claire, on ne se connaît pas, on sort tout seul. Je t'apprends rien parce que c'est ton métier. Une fois que la ligne éditoriale est déterminée, c'est que de on va effectivement partir d'un contenu brut pour en créer plein de petits contenus différents qui répondent à la ligne éditoriale. Donc le planning édito est assez rapide à faire quand on connaît la fréquence à l'avance de contenu disponible. On décide, je ne sais pas, de faire du contenu pour couvrir 15 jours, 1 mois, régulièrement à partir d'un seul contenu. Ça n'empêche pas d'autres contenus s'il y a des informations autres, de l'événementiel, du ponctuel, etc. Mais on a déjà son planning édito. On peut
Certains hébergeurs de podcasts prévoient à l'intérieur de l'hébergeur des outils de planification et de post automatique. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, on détermine le jour, la date et l'heure et la plateforme qui est synchronisée avec l'hébergeur et c'est posté automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois c'est fait, on ne revient plus là-dessus. Pareil pour les newsletters. Donc, il y a des newsletters qui sont directement envoyés depuis l'hébergeur. Et là, je pense en particulier à Ocha, où la newsletter est assez jolie, en fait. Et on peut y intégrer, par exemple, la liste des abonnés que vous avez pour qu'ils reçoivent automatiquement cette newsletter à chaque fois qu'il y a un épisode ou un nouveau contenu qui est mis en ligne. Et ce qui est chouette aussi sur Ocha, c'est qu'on peut créer des playlists, donc des thématiques. Et on a un lien qui emmène non pas à un épisode ou à un sujet, mais à toute une thématique d'un coup. Et là, on va trouver dans la thématique, s'il y a 5 ou 10 micro petits audios, et ben on va choisir l'audio qui nous intéresse à ce moment-là. Par exemple, je sais pas, vous avez plusieurs intervenants qui parlent de l'hypnose, on peut avoir tous ceux qui parlent d'hypnose sur une même playlist qui s'appelle l'hypnose, mais sous des angles différents, avec des intervenants différents. Ou pas, c'est juste, je vous donne tout ce qui existe et ce qui est possible de faire aujourd'hui avec de l'audio. On est sur... c'est quelle durée ça doit durer combien de temps un audio, pas dans sa version brute, mais dans sa version diffusée C'est une très bonne question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Parce qu'il y a des podcasts très, très longs. Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, c'est un podcast dont les épisodes durent 2 heures en moyenne. C'est ultra long pour un podcast. Et pourtant, c'est un des premiers podcasts en France. Donc ça marche parce que le thème est intéressant, parce que la façon de le faire est intéressante, parce que les gens invités sont singuliers, et ainsi de suite. Sa ligne éditoriale est tellement impactante que les gens sont prêts à écouter 2 heures. Ça ne leur pose aucun problème. Et on peut s'ennuyer au bout de 10 minutes sur certains autres podcasts ou estimer qu'au-delà de 10 minutes, c'est du blabla qui ne sert à rien. Donc, ça dépend vraiment de la construction du script du podcast, qu'est-ce qu'on y met. Moi, je dis qu'il faut, en général, en conseil, quand on est inconnu au bataillon, je dis, si c'est une interview, il ne faut pas dépasser les 35 minutes. Si c'est du narratif, on reste sous 20 minutes. Quand je dis c'est une seule personne qui parle. On n'entend qu'une voix qui parle d'un sujet. Parce que c'est des formats qui sont qu'on peut caler facilement dans son agenda, dans son activité. Et que ça ne fait pas peur. On se dit, ah, ça va durer 1h30, là, non, ce n'est pas la peine de cliquer, je n'ai pas 1h30 devant. Ce qui est biaisé, hein, parce que peut-être qu'une fois que le podcast ou l'audio est engagé, c'est tellement passionnant qu'on a envie de rester 1h30. Mais ça peut faire peur au départ. Parce que ça, le temps s'affiche toujours hein, sur l'audio et on sait à l'avance combien de temps on va écouter, combien de temps on doit dégager pour écouter l'audio. Mais il y a disons des tendances. Les tendances, c'est moins de 40 minutes pour une interview, moins de 20 minutes pour un narratif. Quitte à créer une série. C'est-à-dire que si l'interview est vraiment très long et il n'y a rien à jeter, on coupe en plusieurs. Ouais. Mais ça, c'est une histoire de montage après. Hein. C'est pas tant la com, c'est une histoire de montage. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu déjà, Claire? Est-ce que c'est... oui, bien sûr, ouais. Après, là, ce que je suis en train de me dire, c'est comme pour tout, le point de départ, c'est la ligne éditoriale, en fait. Qu'est-ce qu'on veut communiquer, comment et par quel canal? C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça rejoint vraiment juste une parenthèse, mais la plupart des gens se posent ce genre de questions ou une question technique.
ou de vignettes et tout. Et dans mes accompagnements, je leur dis souvent, si c'est l'angle et la ligne éditoriale qui est importante, et ensuite tout le reste découle. Hein. Donc il faut pas se poser les bonnes questions au bon moment. C'est quelque chose d'hyper structurant, parce que de là aussi dépend nos choix. C'est la base, le point de départ pour choisir ce que l'on veut fournir en gratuit ou en payant, et du coup après tous les outils techniques qu'on va utiliser pour pouvoir permettre Exactement. ça. Tu le dis très très bien à ma place. Donc c'est vraiment le point de départ, la ligne éditoriale, le persona, l'audience. Vraiment, comme tout projet, il faut savoir qui va écouter, qui on veut viser, pourquoi on le fait. Le why est très important. En plus de l'objectif, le why, quel est, qu'est-ce qu'on apporte. Voilà, le pourquoi et qu'est-ce qu'on apporte à cette audience, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est contente de trouver chez nous. Avant toute chose. Avant de décider du format, de qu'est-ce qu'on va dire, de scripter, ça n'empêche pas la partie en amont, il y a des rushs qui existent, il faut les nettoyer, il faut les couper, il faut les monter, et ça. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Pour qui, pourquoi et comment? Découle d'une ligne éditoriale, clairement. Il y a la matière d'un côté, il y a ce qu'on en fait de l'autre, pour résumer. Et entre les deux, il y a la ligne éditoriale et la ligne éditoriale. Ouais, ça c'est un gros sujet, ça. Christine n'est pas revenue, n'a pas pu revenir. Non, je crois qu'elle a capitulé. Ah mince, d'accord. Isabelle, de mon côté, je vous ai mis un petit message. Ouais. C'est ça. Isabelle, est-ce que déjà c'est un petit peu plus clair par rapport aux questions? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Pour les voix c'est vrai off, que pour moi, podcast, c'était un. Comme il faut partir après. Juste pour les voix off, si c'est c'est une très bonne idée de les enlever dedans et de les mettre en avant, je trouve ça super. Logistiquement, il faut gérer le truc. C'est-à-dire qu'il faut que l'enregistrement soit un minimum de bonne qualité, parce que le montage, le mixage, le nettoyage, ça fait pas des miracles. S'il y a de la réverb, s'il y a des échos, s'il y a des saturations, des pops. La saturation, par exemple, ça se nettoie pas, ça se corrige pas. Tous les plosives, comme ça, parce qu'on est trop près d'un micro, on ne sait pas le faire. Ça se corrige très difficilement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut il faut quelqu'un, même à distance, le fait faire, c'est-à-dire avec des conditions minimum de qualité d'enregistrement. Merci pour ça. Quitte à envoyer, il y a des micro-cravates pas chères qu'on peut envoyer à ces personnes, donc en avoir 2-3 d'avance et les envoyer, qu'elles se pluguent le micro-cravate ou à leur mobile. Il y en a en HF sur le mobile ou sur l'ordinateur, et s'enregistrer avec ça. Et qu'une personne les guide en amont un petit peu, les coach un petit peu pour poser la voix, la distance du micro, 2-3 prérequis, quoi. Voilà, les prérequis pour que ça soit pas, si c'est pour les refaire plusieurs fois parce que c'est inexploitable. Quand on a que l'audio, si l'audio, la voix ne passe pas, les gens décrochent très, très vite parce qu'on n'a pas l'image, on n'a pas autre chose. On est en immersion, c'est vraiment une bulle dans laquelle on rentre. Elle est ou agréable, douce et soft et tout va bien, ou ça devient très vite désagréable et on arrête tout de suite l'audio parce qu'on ne peut pas continuer. Et j'ai régulièrement des gens qui me disent, moi, la qualité d'un podcast, déjà, ça commence par la voix. Si la voix m'énerve, si elle est très mal enregistrée, je peux écouter plus de 5 minutes. Non, mais c'est censé, oui, effectivement. Voilà. Donc, il y a une logistique à gérer. On peut en reparler plus en détail après. D'accord, ben oui. Qui se font quand c'est à distance.
Bah, On avec reste en lien. plaisir. Je suis Avec sur plaisir. Ouais. LinkedIn sous mon nom, Sonia Belluti, donc je le mets là. Et Ok. est assez disponible, donc il ne faut pas hésiter, Isabelle. Bel outil. Eh ben, je vais tout de suite chercher sur LinkedIn avant de démarrer mon animation. Mais un grand merci. Je suis désolée de devoir vous quitter un petit peu avant la fin, mais à bientôt, j'espère. Belle fin de journée à vous toutes. Donc, Au revoir, Isabelle. Ah, c'est gentil. Ouais, merci. À bientôt. Et moi aussi, je dois enchaîner avec notre réunion. Et tout ça, c'est très intéressant, Sonia. Hein. C'est très intéressant. Et voilà. C'est un monde, hein, l'audio. C'est tout un monde. Moi, il me passionne. À chaque fois que j'en parle, je m'arrête plus. Il faut m'arrêter. Ouais, c'est incroyable. Ça ouvre un champ des possibles. Mais qu'il faut approcher de façon structurée. Ça, c'est ça. Parce que c'est vite consommateur de ressources et de capacités. Et bien sûr, on veut en faire. Vraiment un petit peu en aparté. En fait, j'ai un client qui est dans la EdTech. C'est mon client principal, pour qui je fais beaucoup de choses, de l'audio, mais pas que. Ouais. Et ils ont un outil révolutionnaire. Et alors, vraiment, je le dis en aparté avec des pincettes, mais j'en parle depuis 2 jours et je me dis, j'aimerais bien faire un essai avec vos audios pour la création, à partir d'audio, de modules de formation. Si ça marche, c'est peut-être un truc génial qu'on pourrait faire. Ouais. Bim, bim. Donc, je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai accès à cet outil. C'est vraiment un outil pour faire de grosses formations pour les éditeurs. Mais ils partent de n'importe quel support, vidéo, audio, un pauvre PowerPoint oublié au fin fond de son ordinateur, un texte, un Word, et ils structurent des formations entières avec tout. Hein. Quand je dis structure, c'est pas que de l'écrit, c'est des quiz, des vidéos, des flashcards, enfin tout ce qu'on fait dans les formations en ligne. Et dernièrement, on m'a dit on peut partir aussi de contenu audio, de podcasts pour créer des formations. Donc, ça peut intéresser des podcasteurs, je ne sais pas, par exemple dans le marketing, qui transforment tous leurs podcasts en formation. Mais du coup, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, on parle beaucoup d'audio, de rush existants. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans vos modules de formation, voilà, comme des plus à voir. Mais ça peut être vraiment sympa si ça se fait. Ouais, c'est intéressant. C'est surtout très rapide, vraiment très rapide. Donc, je vais sans doute faire des essais. D'ailleurs, si vous avez des rushs ou des audios ou même des petites vidéos, je peux commencer déjà à faire un essai et vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais. N'importe quoi, hein, c'est juste pour faire un essai. Ouais, on va en parler avec. Il faut voir avec Christine. Ouais. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Oui, apparemment, elle a été éjectée et elle ne peut pas revenir dans la matrice. Elle a débriefé et du coup, si elle aura en tête forcément des rushs qui s'y prêteraient le mieux. Oui, qu'elle reprenne contact avec toi. Par exemple, hein, ça peut être un bout de n'importe quoi, juste. Ouais, très bien. C'est super, c'est super. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à toutes les questions. Il y avait la question de modularité. Oui, la modularité est tout à fait possible. Hein. C'était plus une question, je pense, d'Isabelle. Mais bien sûr, l'audio, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut découper, on peut recréer du contenu à partir de l'audio. Voilà, on peut playlister, on peut créer des séries comme Netflix sur un sujet. Ou voilà. Tout est une question d'objectif.
Je pense que dans la stratégie globale, il faut du contenu ouvert et du contenu fermé pour attirer du monde, tout simplement. Pour faire vivre l'association, pour aller chercher de nouveaux adhérents. Il faut vraiment du contenu ouvert, et y compris dans de l'audio. C'est-à-dire avoir une chaîne YouTube et une chaîne podcast, avec des petits contenus, de la valeur dedans sans que ça soit de la formation. Ouais, exactement, Le ouais. film, ne serait-ce que le film, hein, le film il dure un peu plus d'1 heure de mémoire. Ouais. Moi je l'ai vu à Paris, le film est coupé en tronçons. Oui, mais Christine en parlait justement. Il y a plein de tronçons qui peuvent être réutilisés. C'est ça, c'est ça. Elle en parlait justement en disant qu'on pourrait exploiter effectivement de cette façon-là le film, mais qu'on avait besoin de spécialistes pour nous aider à le faire. Et après, il va falloir que je vous laisse, mais il y a une autre partie, et peut-être qu'on peut en échanger avec Christine pour en échanger, enfin ce qu'elle est l'avantage, c'est toute la stratégie ligne éditoriale. Oui. Où, bon, à discuter avec Christine, mais comment peut-être nous aider à réfléchir dessus, nous aider à réfléchir dessus en fonction de nos audiences, parce que LinkedIn n'est pas du tout la même audience que Facebook ou Instagram. On n'a pas du tout les mêmes objectifs. LinkedIn, c'est plutôt se positionner auprès des décideurs qui peuvent contribuer via des partenariats à Alliés Santé. C'est pas nécessairement les adhérents possibles. Quel est le persona de vos adhérents? Quelle est la typologie de vos adhérents aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà une typologie? Est-ce que vous connaissez vos adhérents? C'est essentiellement des femmes. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est le sujet qui est en cours, mais c'est essentiellement des femmes, plutôt profil, et Geneviève, tu sauras mieux que moi, mais profil 55 et plus. Ouais, c'est ça, bonne cinquantaine, des femmes, des citoyens lambda, quelques thérapeutes, et des personnes de la santé. Mais ce sont essentiellement, vraiment très essentiellement, ce sont des femmes. Ouais, déjà. Des femmes, l'âge moyen, oui, je crois que ça doit être autour de 50 ans, je pense. Ouais, si c'est pas plus. Est-ce que vous avez envisagé ou peut-être déjà fait un questionnaire pour justement récupérer de la data sur les adhérents? Ça fait partie des points. Ouais, ça fait partie des sujets. Leur adresser un questionnaire. Et est-ce que vous avez pour objectif de diversifier la typologie de ces adhérents, ou au contraire, ça vous convient très bien, ce type-là? En gros, est-ce que vous voulez avoir plus de thérapeutes des adhérents, ou vous voulez avoir plutôt le citoyen lambda qui souvent a eu des problèmes de santé ou qui en a et qui s'intéresse à la santé? C'est plus des citoyens lambda, et si ce sont des thérapeutes ou des personnels de santé, qu'ils soient considérés davantage comme des citoyens lambda. D'accord. Et vous, c'est un souhait, c'est un objectif de Alliés Santé de rester sur ce type-là? OK. Oui, Alliés Santé, ce sont vraiment une association de citoyens, oui. Ouais. Et tout en ayant, pas forcément des adhérents, mais tout en ayant ces cautions professionnelles qui viennent nous aider à construire du contenu de valeur pour les adhérents ou le public Alliés Santé, qui sont des citoyens en recherche d'informations. Oui. Il y a une question qui est, je pense, très pertinente dans votre questionnaire, c'est les questionner où est-ce qu'ils vont chercher de l'info. Ouais. Sur quels réseaux sociaux ils sont? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Est-ce qu'ils sont sur des blogs? Est-ce qu'ils écoutent des podcasts ou pas? Sinon, c'est peut-être pas intéressant d'en faire, parce que s'ils connaissent pas, quand on me dit 50 ans et plus, alors moi j'ai bien plus que 50 ans et j'adore les podcasts et j'en ai fait mon métier, mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Et ça dépend beaucoup. Alors ça vieillit de plus en plus, le podcast, c'est-à-dire qu'au début c'était plutôt les 35 ans qui l'écoutaient. Maintenant on a des chiffres qui vieillissent, et tant mieux. C'est-à-dire que les gens s'ouvrent vraiment. D'ailleurs à ce sujet, je peux vous citer une étude qui a été faite CSA avec OSHA, je crois, avec des chiffres assez récents sur la consommation justement de podcasts. Il faut que je me le note.
mais je pense que c'est important de rajeunir l'audience, d'élargir l'audience, parce que aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une audience qu'on ne capte pas parce qu'on est très mal référencé. On ne produit pas suffisamment de contenu, justement, pour nous permettre de découvrir. Et du coup, l'effort pour faire venir à nous des personnes qui ont un intérêt vraiment à connaître Allier Santé, il est très important, très dur. Parce que ça passe beaucoup par du présentiel, du public, du physique, qui est très important, mais qui du coup réduit vraiment la portée de l'association. Et oui, et puis ça a des coûts encore plus élevés. C'est des coûts en temps et budget. Hein, Donc voilà, discussion très intéressante. Oui, Continuer. Passionnant. Déjà commencer par là. Ouais. Pour déjà connaître ceux qui sont là et comment ils consomment de l'info et comment ils sont à l'aise par déjà. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui, d'adhérentes du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. C'est autour de 220, 230. En fait, il y a une différence entre les adhérents et les sympathisants. Et du coup, il y a plus de sympathisants. Je crois qu'on ne doit pas être loin de 1000, non, Geneviève, sur les sympathisants. Je ne saurais pas dire, mais oui, la proportion est importante, oui. Et en fait, c'est justement comment arriver à faire de ces sympathisants des gens qui rentrent dans l'association. Oui. Ok. Moi, je vais réfléchir de mon côté. De toute façon, il y aura un petit compte rendu. Comme ça, tout ce qui a été dit va. Alors, il ne faut pas me le demander tout de suite. Je suis un peu surprenante. Et j'ai déjà plein de comptes rendus à faire. Donc, je préfère être franche et honnête dès le départ. Je le fais. Ça ne sera pas dans un mois, mais voilà, ça ne sera pas non plus dans 3 jours. Je ne pourrai pas tenir ma promesse et j'aime pas ça. Donc, je vous fais ce compte rendu. Je vous rajouterai des liens, des choses qui me semblent pertinentes. Un questionnaire qui soit via les sympathisants, d'un côté, avec deux liens différents pour bien distinguer les réponses. C'est-à-dire 2 questionnaires, même si c'est les mêmes questions, il y a 2 questionnaires différents parce que le sympathisant, il faut le transformer en adhérent et qu'est-ce qui lui manque. Et peut-être, voilà. Et la même chose pour une étude pour les adhérents. Déjà comprendre qui est là, pourquoi ils sont là, et où est-ce qu'ils consomment l'info, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, tout ça. Il faut que je vous laisse. Ok. Merci beaucoup. Merci Sonia. Merci beaucoup. Des choses. Et puis la suite au prochain rendez-vous avec grand plaisir.